Alors, le chapitre des équilibres chimiques, c'est un chapitre qui, en général, est assez intuitif et assez simple à comprendre. Donc, il y a beaucoup de théories au début, avec les vitesses, les formules et tout, mais vous allez voir que, normalement, ça s'éclaircit par après. Donc, je vous avais dit dans la dernière vidéo, en dernier, de garder en tête que pour une réaction chimique, la vitesse, donc, comment on va dire ça, l'expression de la vitesse de cette réaction est égale à une certaine constante, fois la concentration des réactifs exposant leur coefficient stoichiométrique. Donc, ceci, et je vous avais dit que ce serait utile pour la suite. Donc, vous gardez ça en tête. Alors, le chapitre des équilibres chimiques, on va l'illustrer par une bouteille de coca. Donc ça, vous imaginez que c'est votre bouteille de coca. Quand on ouvre la bouteille de coca, on est tous d'accord que ça fait pchit. Pourquoi est-ce que ça fait pchit? Parce qu'au moment où j'ouvre... Ouais, je suis un peu nulle en dessin, vous le savez. Hein. Donc au moment où j'ouvre ma bouteille, quand je l'ouvre, j'ai toute une partie de coca et j'ai une partie ici aérienne avec du CO2. Et au moment où je l'ouvre, mon CO2 s'en va et c'est ce qui fait ce bruit de pchit. Je referme ma bouteille, donc j'arrive à une bouteille dans laquelle j'ai refermé, dans laquelle j'ai toujours la même quantité de coca parce qu'évidemment je l'ai ouverte mais que j'ai pas bu dedans. Et ici j'ai du vide entre guillemets. Alors forcément c'est pas vraiment du vide, vous avez de l'air aussi, mais en tout cas j'ai plus de CO2 vu que le CO2 vient de partir dans l'atmosphère. Et bien si j'attends un peu et puis que je reviens 1 heure après ou 10 minutes ou un quart d'heure et que je rouvre ma bouteille, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien elle refait pchit avec du CO2 qui s'évacue et qui sort du système. Donc, d'où vient ce CO2? Le CO2, il vient du fait que dans votre bouteille de coca, on injecte du CO2 pour que votre coca soit pétillant. Ceux qui ont des machines à soda à la maison, ben, vous le faites, il y a une capsule de dioxyde de carbone qui va injecter du CO2 dans le liquide pour faire de l'eau pétillante ou des boissons gazeuses. Donc j'ai une partie de CO2 qui est à l'état liquide dans la boisson qui est dans la bouteille. Et en même temps, j'ai du CO2 qui est aussi gazeux dans la phase aérienne. C'est ce qui s'appelle une réaction d'équilibre. Quand l'équilibre est atteint, j'ai une réaction qui va dans un sens qui dit que le CO2 qui est dans la phase liquide a envie d'aller dans la phase gazeuse, et inversement, le CO2 qui est gazeux, lui, il a envie de repartir dans la phase liquide. Pourquoi c'est une réaction d'équilibre? C'est la vidéo donc de la dernière fois. J'ai un facteur ici anthropique, donc de désordre, qui fait que mon CO2, il préfère être à l'état de gaz parce que c'est plus désordonné. Et par contre, j'ai un facteur énergie qui dit que, en général, une molécule qui est sous forme de vapeur, pour être passée sous forme de vapeur, elle a eu besoin d'énergie. Donc, elle va toujours avoir tendance à retourner sous l'état liquide qui lui demande moins d'énergie. Et donc, c'est l'association de ces deux facteurs qui fait que j'ai une réaction d'équilibre. Si mon milieu est fermé, donc je ne viens pas perturber le milieu, j'ai ce qu'on appelle une réaction d'équilibre qui s'établit et un équilibre qui est atteint au moment où la quantité de CO2 ici ne varie plus dans le temps et que la quantité de CO2 ne varie plus ici dans le temps. Si j'ouvre ma bouteille, le CO2 va sortir de la phase aérienne, je vais la refermer et mon équilibre va de nouveau bouger. J'ai du CO2 liquide qui, comme il n'y a plus de CO2 gazeux, va vouloir repasser à l'état de gaz. Alors, un équilibre, ça s'établit du coup et c'est atteint lorsque les vitesses de réaction vers la droite sont les mêmes que les vitesses de réaction vers la gauche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros quand les concentrations, ça veut dire concentration les petits crochets, quand les concentrations ne varient plus dans le temps. Donc à partir du moment où les concentrations sont fixes et ne varient plus, mon équilibre est atteint. Un équilibre, il est atteint quel que soit le chemin dont on part, quel que soit l'endroit dont on part. Je vous explique. Si j'ai la réaction de l'iodure d'hydrogène qui va se décomposer en H2 et en I2. D'accord, c'est une réaction. Eh bien, si je prends un pot, donc j'ai le cas numéro A. Le cas numéro A, en gros, c'est quoi? C'est je prends de l'H2 et du I2, je les mets dans un pot, et puis j'attends. Qu'est-ce qui se passe?
eh bien, il y a du HI qui va apparaître. D'accord? Donc c'est pour ça que si vous regardez sur le graphique, pour le point A qui est ici, j'ai beaucoup de HI ou de I2, de H2 pardon, et de I2, et au cours du temps, vu que l'axe des X c'est le temps, cette quantité de H2 et de I2 diminue au cours du temps pour à un moment donné plafonner à un endroit. D'accord? Si je prends la réaction B, c'est la réaction inverse qui se passe. C'est je prends un pot où je ne mets que du HI et je regarde ce qui se passe. Donc ça veut dire qu'au début, vu que mon capteur ne mesure que de l'H2 et du I2, je n'ai rien du tout. D'accord, vu que j'ai mis que du HI. Et au cours du temps, le H2 et le I2 vont apparaître parce que le HI, lui, va diminuer. Et ces deux courbes-là vont plafonner à un même endroit. Ce même endroit, c'est exactement quand, quelles que soient les quantités que j'en ai pris au départ, j'ai 11% de H2 et de I2 et 78% de HI pour un certain temps et quand on ne varie pas la température. Donc, que je parte simplement de ici ou simplement de là, mon système va s'équilibrer de la même façon. Je vous donne un autre exemple qui risque de vous parler peut-être un peu plus si on repart de ma bouteille de coca là. Si vous imaginez que j'ai ma bouteille de coca, d'accord? Je sais que quand je vais acheter ma bouteille de coca au magasin, j'ai une certaine quantité de coca dans le liquide et une certaine quantité de coca dans la phase aérienne. Eh bien, vous imaginez que vous avez la possibilité d'injecter le CO2 directement dans la partie liquide du coca, donc directement dans le coca. Donc j'en injecte une certaine quantité. Eh bien, si j'attends, j'ai le coca qui va prendre le CO2 liquide, et ce CO2 liquide, il va passer au-dessus en CO2 gazeux. Si je fais la même chose dans une autre bouteille, mais qu'à la place de l'injecter directement dans le coca qui est liquide, je l'injecte cette fois directement dans la phase qui est gazeuse, donc qui est aérienne, il va se passer la même chose, le CO2 va passer dans la phase liquide, et vous allez arriver, si j'injecte la même quantité totale ici, donc si à la base j'injecte une certaine quantité de CO2 liquide et la même quantité exactement, donc on va dire, j'en sais rien, 50 moles de l'un et de l'un, on arrivera à la même répartition dans ma bouteille. Donc ça veut dire que je parte d'un côté de la réaction, parce que cet équilibre de réaction, il s'écrivait CO2 liquide qui devient du CO2 gazeux, que je parte du côté de droite ou du côté de gauche, l'équilibre final va être atteint et sera exactement le même, c'est ce qui est illustré ici. Que je parte de H2 et de I2 ou de HI, au final, l'équilibre est atteint de la même façon, avec les mêmes proportions qui se retrouvent de chaque côté de la flèche. L'équilibre est atteint quand? L'équilibre est atteint quand la vitesse de la réaction 1 est égale à la vitesse de la réaction 2, autrement dit, quand la vitesse vers la droite est égale à la vitesse vers la gauche. Ça veut dire quoi, la vitesse vers la droite est égale à la vitesse vers la gauche? Eh bien, ça veut dire que les concentrations de tout le monde ne varient plus. Pourquoi est-ce qu'elles varient plus? Parce que si la vitesse est la même, eh bien, à chaque fois que j'ai un H2 et un I2 qui se combinent pour former 2 HI, j'ai en même temps, dans le même laps de temps, 2 HI qui se décombinent, on va dire, pour former un H2 et un I2. Donc ça veut dire qu'en gros, c'est exactement, vous en avez la même quantité. Si les concentrations sont à, on va inventer, 2 moles par litre, 2 moles par litre et 10 moles par litre, si maintenant j'ai une mole qui disparaissent, ça va me former 12 moles par litre, mais en même temps, j'en ai dans l'autre sens 2 qui disparaissent, donc 8 pour en donner une et une. Du coup, je suis plus à 2, je suis à 1, mais là, je suis plus à 10, je suis à 8 qui deviennent 1 et 1, donc au final, je suis bien revenu à une qui restait plus une, et là, il y en avait 12, mais j'en ai enlevé 2, donc je suis bien à 10. Donc les concentrations ne varient plus dans le temps parce que la vitesse de la réaction vers la droite et la vitesse de la réaction vers la gauche sont les mêmes, donc les concentrations varient de la même façon dans les deux sens, donc ne varient plus. Donc j'ai bien la vitesse là et la vitesse là qui sont les mêmes.
Alors, la vitesse, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, la vitesse, c'est donc une constante K fois les réactifs exposant leur coefficient stoichiométrique. Donc si je prends cette réaction, donc la réaction directe est caractérisée par une vitesse qui est égale à K1 fois HI exposant 2. La réaction indirecte, donc celle qui a lieu dans l'autre sens, sa vitesse c'est égal à K2 fois H2 fois I2. D'accord? Donc si c'est la formule de HI, réaction qui donne H2 plus I2, ben la vitesse vers la droite, c'est bien K fois HI au carré, et la vitesse vers la gauche, c'est par contre K fois H2 fois I2. Comme quand on a atteint l'équilibre, V vers la droite est égal à V vers la gauche, on peut écrire que K fois HI exposant 2 est égal à K fois H2 fois I2. Alors, comme les K sont des constantes, on va les rassembler du même côté, et donc on va obtenir que, donc ça on va dire que c'est, enfin oui, on s'en fiche de K1 ou de K2, donc on va rassembler les K d'un côté et ce qui est variable de l'autre, et on obtient une équation qui ressemble à ça. Et bien ça, comme c'est à l'équilibre, ça va être ce qu'on appelle KC, KC qu'on dit qui est la constante, donc c'est une constante qui ne varie pas, constante d'équilibre, elle caractérise un équilibre chimique. Donc tout système qui est un système d'équilibre, donc d'une réaction qui va dans les deux sens, va être caractérisé par une constante qu'on appelle Kc. Cette constante, ça va être une valeur numérique, donc un chiffre, enfin un nombre. Cette valeur numérique, on l'obtient comment? Eh bien en faisant le produit des concentrations des produits, donc de ce qu'il y a à droite de la flèche, sur le produit des concentrations des réactifs, ce qu'il y a à gauche de la flèche. On arrive donc à, si on généralise à une réaction générale comme ça, Kc est égal au produit des concentrations des produits, donc C fois D, chacun exposant son coefficient stoichiométrique, divisé par A fois B, chacun exposant son coefficient stoichiométrique. Donc ça, c'est la phrase un peu barbare pour le dire. Le produit des concentrations des produits divisé par le produit des concentrations des réactifs. Vous retenez que Kc, c'est les produits sur les réactifs et que vous mettez les coefficients stoichiométriques. Je vous demanderai jamais de me redonner la phrase. Alors, il y a quelques remarques à prendre en compte. Les coefficients stoichiométriques, attention, ne peuvent plus, absolument plus, être des fractions. Donc on est bien dans un chapitre qui n'est plus de la thermo, donc on repasse à des coefficients stoichiométriques qui doivent être des entiers les plus petits possibles. Deuxièmement, les constantes d'équilibre sont des nombres sans unité fixe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur dimension varie en fonction de la réaction à laquelle on a affaire. Exemple, si j'ai cette réaction-ci, Kc va être égal au produit, donc NH3 exposant 2, divisé par N2 fois H2 exposant 3. Chaque concentration, donc les crochets, je vous ai dit que c'était des concentrations, donc c'est exprimé en mol par litre. Donc ça veut dire que dans cette équation-là, j'ai Kc qui est égal à des moles par litre exposant 2 sur des moles par litre exposant 4. Parce que 3 fois 1. Si je simplifie, les carrés disparaissent et il me reste 1 sur des moles par litre au carré au dénominateur. Ce qui veut dire que quand je divise par une fraction, je multiplie par l'inverse. Les unités de cette constante sont des litres au carré par mol au carré. Ça, c'est pour cette réaction-là. Si je prends cette réaction-ci maintenant, Kc est égal à la concentration d'H2 fois la concentration d'I2 sur la concentration d'Hi au carré. J'ai donc Kc qui est égal à des moles par litre au carré, parce que mol par litre fois mol par litre, divisé par des moles par litre au carré, j'ai un chiffre x, parce que ça va valoir quelque chose, hein, toutes ces concentrations ont des valeurs, x, mais
sans unité. Ça pose aucun problème, parce que vous allez voir que ce qui est utile dans la constante d'équilibre, c'est les valeurs. Les valeurs numériques qui vont nous indiquer ce que ça nous indiquera, on verra après à quoi ça sert. Mais donc, c'est pas utile de connaître et de faire attention aux unités de la constante d'équilibre, mais il faut savoir que voilà, c'est pas bizarre d'avoir une unité en litres carrés par mol au carré, ou sans unité du tout, ou avec des moles au cube, ou des litres au cube, ou des moles par litre au carré. Donc voilà, il faut juste le savoir. Troisième remarque, les concentrations des solides, étant donné que ça ne varie pas, vont être égalées à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un pot de sel à la maison, parce que vous faites à manger, donc j'ai du sel de cuisine à la maison, d'accord? Eh bien, ce sel, dedans, j'ai des petits grains de sel, ce que j'ai dedans, c'est du sel. J'en ai combien du sel? Ben, j'en ai 100%. La concentration de quelque chose, ce n'est valable, on l'a vu l'année passée, que pour une solution. Concentration, C est égal à N sur V. Si j'ai pas de volume, si j'ai un solide, sa concentration est égale à 100%, donc on va égaler sa concentration à 1. Donc il n'intervient pas dans l'expression de la constante d'équilibre. Si on a Pb2 plus 2i- qui donne Pbi2 qui est solide, je vais remplacer ici par 1 dans la constante d'équilibre. Alors la remarque D, c'est surtout si jamais vous faites de la chimie plus tard. Donc dans un état d'équilibre où on a des molécules en phase gazeuse, on a une constante Kp qui va prendre en compte des pressions partielles de gaz et plus des concentrations molaires C. Mais nous, on va pas travailler avec ça. On fera pas de Kp, mais voilà, comme ça vous avez entendu que ça existe, c'est pas beaucoup plus compliqué, c'est toujours la même chose, mais il faut choisir ce qu'on fait vu que voilà, on a un programme et qu'il faut le respecter. La constante d'équilibre est par définition constante. Ça paraît bête, mais c'est important. Ça veut dire qu'elle ne varie pas. Sa valeur numérique ne varie que avec la température. On verra après pourquoi. Je ne peux pas vous l'expliquer maintenant parce que ça va être le bazar si je le fais maintenant. Mais donc ça veut dire que Kc, qui est égal à 1, sera toujours égal à 1. Sauf si dans un exercice, je change la température. Alors, pour le moment, je vous mets les remarques là, et après, vous allez voir qu'on les appliquera dans les exercices. C'est de nouveau la même chose. Il y a beaucoup de théories, mais toute cette théorie est utilisable après dans les exercices. Et enfin, dernière remarque, on considère qu'une réaction est déplacée vers la droite. Donc, ça veut dire que si j'ai A qui se transforme en B, j'ai une constante d'équilibre. Kc est égal à B sur A, produit sur réactif. Eh bien, pour savoir si une réaction est déplacée vers la droite, ça veut dire quoi, déplacée vers la droite? En gros, ça veut dire si elle est rentable. Rentable, ça veut dire efficace. Donc si j'ai une réaction de A vers B qui m'intéresse, dont je parle, c'est sûrement que j'ai envie de fabriquer du B pour faire quelque chose avec, le vendre. En général, c'est pour ça qu'on fait qu'on fabrique des molécules, c'est pour les utiliser ou pour les vendre. Si cette réaction est rentable, ça veut dire que j'ai plus de B que de A. Donc ça veut dire que Kc doit dépasser 1. B est plus grand que A, j'ai plus de B que de A, j'ai plus de produit, donc ma réaction est rentable. On dit qu'une réaction est complète, repartez un petit peu en arrière, donc avec les réactions d'équilibre, les réactions impossibles et les réactions complètes. Une réaction complète est une réaction dans laquelle tous les réactifs réagissent pour se transformer en produit. On dit qu'une réaction est complète quand le Kc est plus grand que 1000. Donc ça, c'est des limites que vous devez garder en tête pour le moment, et on verra ce qu'on en fait après dans les exercices. Donc, tout petits exercices que je vais finir dans cette vidéo-ci, alors parce qu'on n'en a pas pour longtemps. Donc ce que je vous conseille, c'est de nouveau de faire la même chose. Vous prenez, vous mettez en pause, vous faites les exercices, et comme ça après, vous pouvez les corriger et voir si c'était juste. Alors le premier exercice, il est tout bête. On vous demande d'écrire l'expression de la constante d'équilibre. Alors l'expression, c'est sa forme, c'est-à-dire en gros son équation. Donc Kc, c'est égal au produit sur réactif, donc c'est égal à
NO2 exposant 4 fois H2O exposant 6 sur NH3 exposant 4 fois O2 exposant 7. Ça, c'est l'expression de la constante d'équilibre. Alors, ça me fait penser que j'ai oublié de donner un truc à la page d'avant. Il y a un truc que vous devez rajouter dans les remarques, la remarque C, donc les concentrations des solides qui ne varient pas, qui sont égales à 1, et, attention, il y a aussi la concentration de l'H2O liquide, donc l'eau liquide, c'est-à-dire l'eau pure, sa concentration ne variant pas, on l'égale aussi à 1 dans les réactions, dans les constantes d'équilibre. Donc si on a de l'H2O liquide, on va remplacer son expression par un 1 dans l'équation. Ici, si vous regardez, je ne l'ai pas remplacé parce que c'est de l'H2O sous forme gazeuse. Alors, dans l'exercice suivant, on a donc KC qui va être, on demande KC de la réaction de synthèse de l'ammoniac. La synthèse de l'ammoniac, c'est la fabrication de NH3. À partir de N2 et de H2, il en faut 3 et il en faut 2. Donc KC est égal à NH3 au carré divisé par la concentration de N2 divisé par la concentration de H2 exposant 3. Donc, on vous donne les concentrations ici. Donc, ça va donner KC est égal à 3,1 10-2 au carré divisé par 8,5 fois 10-1 exposant 1 fois 3,1 10 exposant moins 3, il manque un petit 1 qui est le 10 là, le tout exposant 3. Alors dans votre calculette, c'est des calculs qui sont assez pénibles parce qu'il y a plein d'exposants, donc faites juste attention à bien mettre les parenthèses. Donc 3.1 fois 10-2, le tout au carré, divisé par 8.5 fois 10-1 et 3.1 fois 10-3 exposant 3. Ça donne 37 950. 37 950. Les unités de la constante d'équilibre sont des moles par litre au carré sur des moles par litre exposant 4. Donc c'est des litres carrés par mole au carré. Ça, c'est la valeur. On vous demande de calculer la constante d'équilibre pour la réaction suivante, qui est la réaction inverse. Si vous regardez, c'est 2NH3 qui donne N2 plus 3H2. Donc KC va être égal à quoi? Va être égal à 1 sur 37 950. Pourquoi? Parce que ici, vous allez en fait inverser les lignes des réactifs, enfin du dénominateur et du numérateur. Donc ça va être 1 divisé par 37 950. Vous obtenez 2,6, 10 exposant moins 1, 2, 3, 4, 5. 10 exposant moins 5, et on a toujours des... Non, on a des moles carrés, cette fois, par litre au carré. Vu qu'on a ici cube des 4 exposant... des 4 sur 2, donc ça reste des moles par litre au carré. Faites pas le C, parce que je vous ai dit qu'on le faisait justement que avec des coefficients stoichiométriques qui étaient les plus petits entiers possibles. Et alors ici, on vous demande de montrer que dans ces deux réactions qui ont lieu à la même température, on a la même constante d'équilibre. Donc je vous ai dit, la constante d'équilibre, par définition, elle est constante. Donc ça veut dire qu'elle ne varie pas. Là, on dit quoi? On a une expérience 1 et une expérience 2, des concentrations initiales, 2, 1, 50 et 3, et là, on n'en a pas la même chose, 0,5, 0 et 0,350. On a des concentrations en équilibre, qui sont forcément pas les mêmes, vu qu'on n'avait pas la même quantité à la base, mais on vous demande de montrer que KC est la même. Donc, d'abord, il faut toujours écrire la réaction chimique. Donc, la réaction de synthèse du trioxyde de soufre, donc je fabrique du SO3 à partir de SO2 et de O2. Il va m'en falloir 2, il me faut 2 SO2. Alors, 2 fois 2, 4, 5, 6, et 2 fois 3, 6. Donc, KC dans l'expérience 1 va donc être égal à la quantité de SO3. Donc attention, on va étudier les concentrations à l'équilibre.
Donc en gros, celle-ci, c'était bien, c'était les quantités qu'on en avait au départ, mais quand on parle d'un équilibre, on a toujours besoin des concentrations à l'équilibre. Donc Kc est égal à la quantité de SO3, donc 3,5 mol par litre exposant 2, divisé par 1,25 fois 1,5 exposant 2. Et dans l'expérience 2, Kc est égal à 0,26 au carré, divisé par 0,045 fois 0,59 au carré. Si vous calculez ces deux calculs, 3,5 au carré divisé 1,5 au carré, ça donne 4,35 dans ce cas-ci, enfin 4,36 même. Et de ce côté-là, 0,26 au carré divisé par 0,045 par 0,59 au carré. Donc normalement, si je ne me suis pas trompée, ça me donne 4,32. Donc on est bien à peu de choses près forcément, parce qu'on avait des harmonies et des virgules. Et donc on a 4,36 et 4,32, donc on a bien la même constante d'équilibre pour une même réaction qui a lieu à la même température, donc c'est tout à fait logique.